Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Pourquoi la Grande Muraille américaine? Chapitre 1. Le grand échiquier du XXIe siècle. Aujourd'hui, nos princes s'inquiètent, privés de grands maîtres affranchis pour éclairer l'échiquier planétaire du XXIe siècle. L'espèce humaine n'en finit pas de s'accroître. Ils étaient quelques hominidés au début, il y a près de 5 millions d'années. Nous étions 2 milliards en 1941, 6 milliards aujourd'hui, nous serons plus de 8 milliards en 2025. La vie explose et dans le même temps, elle tisse sa propre fin. Depuis que le capital génétique de la grosse tête s'est stabilisé au Paléolithique, la folie guerrière se prend dans les fils de l'ambition et de la cupidité. On y voit le trou endeuillé au centre de la toile. La dévoreuse d'hommes aux dents d'acier y règne toujours en maître. À l'heure où émerge un système monde multipolaire, à l'heure de la globalisation, des déséquilibres économiques, écologiques et culturels qui s'accroissent, les 2/3 de l'humanité vivront dans les villes d'ici à 25 ans. L'équivalent de la population mondiale d'aujourd'hui vivra dans les pays en voie de développement, d'où continueront de monter vers le nord des vagues migratoires toujours plus puissantes. Alors que le monde retentit de clameurs toujours plus fortes. Le tort qu'on m'a fait, l'injustice qui m'est faite, la place qui me revient, et où demain dans ce charivari mondial, des États peuplés de plusieurs centaines de millions d'hommes, Iran, Éthiopie, Pakistan, Nigeria, Indonésie, Brésil, États-Unis, dont la Chine et l'Inde dépasseront 1,5 milliard d'habitants, voudront parler haut et fort. À l'heure des déséquilibres militaires, du terrorisme transnational et des maîtres chanteurs de toutes sortes, de la prolifération des armes de destruction massive et des missiles balistiques qui les projettent à des milliers de kilomètres, les temps et les distances se contractent et les menaces se rapprochent d'autant. Lancée de 12 000 kilomètres, la mort peut frapper le pays en moins de 40 minutes. À quoi bon alors, les murs des Alpes et des Pyrénées, les fossés de Saône et de Garonne? Au XXIe siècle, c'est de l'espace que viendra la menace stratégique, celle qui pourrait anéantir le pays. Bref, sur l'échiquier mondial, une nouvelle partie s'est ouverte, plus complexe, plus imprévisible et plus dangereuse qu'au cours des siècles passés. Aussi, les jeux classiques pour y maintenir un état de paix n'y ont plus cours. Nous pourrions penser que la coexistence pacifique de civilisations singulières exigerait que l'on maintienne sur la Terre un équilibre dynamique constant entre les besoins et les exigences de l'humanité, tout en conservant un accès suffisant aux ressources de base. Mais dans un système monde où la population explose d'une manière asymétrique au plan géographique et culturel, cette harmonie sera impossible à atteindre si les capacités de production et de consommation restent aussi déséquilibrées qu'aujourd'hui. Les pays du Nord usent et abusent des ressources de la planète. Les États-Unis, avec seulement 5% de la population mondiale, consomment près de 25% des ressources énergétiques, soit 2 fois plus de kilos équivalent pétrole par habitant qu'un Français et près de 10 fois plus qu'un Chinois. Les Américains considèrent qu'ils font assez pour réduire l'effet de serre en développant un procédé de transformation du charbon qui permettrait la séquestration du gaz carbonique dans leur sous-sol. Lorsque le pétrole sera épuisé, ils préfèrent compter sur les nouvelles technologies pour continuer à dévorer l'énergie, plutôt qu'en se privant de consommer. Ils produisent aussi près du tiers des biens et services de la planète, alors que le monde arabo-musulman ne produit que 5% des richesses avec 20% de la population mondiale. Dès lors, les États-Unis sont aussi les premiers producteurs d'une pollution qui ne connaît plus de frontières et qu'ils imposent aux autres. Lorsque la Chine, déjà 3e marché automobile du monde, et l'Inde auront adopté le mode de vie et de consommation des pays du Nord, la situation sera intenable. Un système monde fini, aux ressources alimentaires et énergétiques finies, à la biosphère finie, ne pourra supporter longtemps de telles contraintes. Au nom de quoi interdirait-on à la Chine et à l'Inde le même niveau de vie et de consommation que le nôtre? Pour éviter la catastrophe sociétale et environnementale, faut-il aller aussi loin que le souhaitent les patriotes de la Terre? Agir pour qu'une majorité de citoyens du monde adoptent de nouvelles valeurs morales à l'échelle planétaire et que soient oubliés les mythes de la nature inépuisable, et du « plus je consomme, mieux je vaux ». Bref, quitter l'âge du matérialisme, de l'individualisme, de la conquête et de la consommation, pour aller vers un développement plus humain des individus et des collectivités,
avec un mode de vie plus simple et plus responsable. Pour entrer dans l'âge du holisme, Kervin Laszlo et Edgar Morin appellent de leurs vœux. Ce nouvel âge se caractériserait par une planète qui, au plan politique, serait globalement interdépendante mais demeurait localement diversifiée. À tous les échelons de ce système-monde vaste et complexe, l'autonomie serait le but, et la coopération volontaire le moteur pour y parvenir. Les individus sauraient ce qui les unit, dans leur diversité socio-culturelle. Ils deviendraient les architectes de leur propre destin. On mesure l'ampleur de l'utopie à réaliser. Les grandes mutations sociales subies par l'humanité, de l'âge des mythes au paléolithique à l'âge des dieux au temps de Babylone et de l'Égypte, puis à l'âge de la raison avec les premières cités-États de la Grèce, mutations provoquées par l'évolution des technologies, se sont toujours passées dans le temps long, plusieurs siècles voire des millénaires et au prix de bien des tragédies. Elles ne concernaient, il y a 10 000 ans, que les quelques dizaines de millions d'habitants de la planète, 700 millions au XVIIIe siècle. Imaginez aujourd'hui qu'en moins de 25 ans, 80% de l'humanité, soit plus de 6 milliards d'habitants, dont plus de la moitié ne connaissent pas la démocratie, acceptent un tel bouleversement moral et politique paraît extrêmement audacieux. Certes, vers 2030, l'alphabétisation de la planète sera probablement achevée et peut-être, vers 2050, sa démographie stabilisée. Ce qui peut favoriser effectivement une plus grande compréhension de l'autre. Mais comme le fait remarquer Emmanuel Todd II, l'histoire a montré que l'accession à la modernité mentale s'accompagne souvent d'une explosion de violence idéologique. Les États-Unis ne veulent pas remettre en cause leur mode de vie. Car ce serait, disent les Américains, une atteinte à la liberté d'entreprendre, l'une des valeurs fondamentales de leur démocratie. C'est ainsi qu'ils ont construit leur hyperpuissance, titre usurpé d'un point de vue économique puisqu'ils sont au fond extrêmement dépendants du reste du monde. Les États-Unis vivent avec un déficit commercial colossal, unique dans l'histoire. Selon le département du commerce américain, ce déficit, 1,3 milliard de dollars en 1971, n'a cessé de croître depuis la mort du système de Bretton Woods III pour atteindre 668 milliards de dollars en 2004. Il devrait avoisiner les 780 milliards en 2005 et titiller les 830 milliards de dollars en 2006. Perspective qui fait frémir les banques centrales. Déjà en 2001, les États-Unis importaient pour 1145 milliards de marchandises, dont 80 milliards de dollars consacrés à régler 60% de leurs besoins en pétrole, alors qu'ils n'en exportaient que pour 718 milliards, se reporter au tableau en annexe pour lire l'évolution du déficit. Les Américains ont un appétit gargantuesque à consommer les biens sués par les autres, bien sûr en les finançant, mais avec l'argent des autres, de ceux qui font confiance au dollar fort et à la position géopolitique des États-Unis. Avec les titres et investissements directs faits par l'étranger aux États-Unis, 865 milliards de dollars en 2001, soit grosso modo les 3/4 de l'épargne mondiale dont une partie importante vient de Chine et du Japon, ils peuvent équilibrer les comptes. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche, 55% des résultats scientifiques américains sont obtenus par les chercheurs étrangers. L'Amérique vit très au-dessus de ses moyens en prélevant d'une manière asymétrique sur le reste de la planète, du pétrole, des marchandises, de la matière grise et des capitaux, et en se débrouillant pour que ses créanciers soient aussi politiquement ses débiteurs. Du cynisme des Américains et de l'hypocrisie des Européens, le résultat est le même. Il n'y a guère de différence dans leur refus de modifier radicalement leur mode de vie. Il est probable que l'évolution vers un développement durable des activités humaines se fera par itération, par tâtonnements successifs, confrontant en permanence les progrès de la connaissance aux conséquences bénéfiques ou néfastes qu'elle pourrait avoir pour la planète, plutôt que par de brusques avancées volontaristes aux conséquences irréversibles. Comme l'a dit Jacques Chirac à Johannesburg, le 2 septembre 2002, prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas pour les générations futures celui d'un crime de l'humanité. Une évolution harmonieuse est possible, grâce à l'alphabétisation, à la démocratisation, etc. Et même si elle relève encore de l'utopie scientifique et technique, grâce au génie de la robotique, des biotechnologies, des nanotechnologies, de l'utilisation des piles à combustible et de l'énergie thermonucléaire peu polluante, ainsi que des gisements d'économie d'énergie, etc.
Encore faudrait-il que l'humanité sache transcender ces mythes. Mais les risques de catastrophe sont grands car demeurent les intérêts, les égoïsmes, les menaces d'asservissement. Sources sont les égoïsmes nationaux. L'aide au monde en développement est un scandale. Alors que le Nord s'est engagé à verser 0,71% de son PIB aux pays du Sud, cette aide n'a atteint en 2004 que 0,25%, 78,6 milliards de dollars, dont 0,16% pour les États-Unis et 0,42% pour la France. Mais le scandale n'est pas seulement dans ces chiffres ridiculement modestes. 0,22% en 2000. Cette aide se traduit par un transfert net de plus de 35 milliards à 45 milliards de dollars par an des pays du Sud vers ceux du Nord 4. Même si en valeur absolue, le niveau de vie a augmenté partout dans le monde, avec des inégalités très contrastées en Afrique, le revenu relatif par habitant s'est considérablement accru au cours des 50 dernières années en faveur des habitants du Nord. Non pas que les pays en développement reculent, mais parce que les pays du Nord augmentent leur richesse infiniment plus vite que ceux du Sud. Ils creusent l'écart plutôt que de le combler. Ce fossé est source de conflits et des idéologues fanatiques sont prêts à l'exploiter. La guerre a toujours fait naître et mourir les États et dans l'intervalle, elle ne cesse de planer sur leur existence. Certes, comme le souligne fort bien le professeur Bertrand Badi de l'Institut d'études politiques de Paris, IEP, avec la diplomatie des droits de l'homme, l'humanisme tente de nouveau une irruption dans le jeu des États comme à l'époque de la Renaissance 5. Mais à l'heure de la prolifération des armes de destruction massive et du totalitarisme renaissant, le jeu de l'action humanitaire est confisqué, du moins dans un certain champ de la violence, par la puissance du nucléaire qui dénature le concept de guerre et par là même, le sens des relations internationales. La stratégie de défense qui se limiterait à profiter des circonstances pour s'imposer, n'est plus de mise aujourd'hui. Risque génocidaire oblige. Avant l'ère nucléaire, la règle voulait que l'État serve de rempart au peuple. Les États se faisaient la guerre et les peuples réussissaient malgré tout, lors du passage des armées, à porter sans fléchir jamais, le plus lourd fardeau de douleur. Aujourd'hui, avec les armes balistico-nucléaires, les peuples ne subissent plus le passage des armées, mais ils sont pris en otage malgré eux et peuvent être exécutés. Aussi, dans ces circonstances aux conséquences d'une gravité exceptionnelle, alors que le système monde se complexifie de plus en plus, il conviendrait d'adapter nos systèmes de défense pour éviter les surprises stratégiques. Si nous refusons de corriger ces dérives inégalitaires, si nous n'aidons pas réellement au développement les pays du Sud, en le rendant compatible avec la défense de l'environnement de la planète, un ouragan de haine et de vengeance, levé, organisé et attisé par des fanatiques, risque de s'abattre sur nos peuples, sur nos sources et nos voies d'approvisionnement stratégiques. C'est du ciel que viendront alors les poisons, les épidémies et les feux exterminateurs. Chapitre 2. Les menaces stratégiques au XXIe siècle. Dans l'affrontement des hégémonies, face aux autres civilisations, les démocraties fortifiées jouent leur va-tout sur la technologie. Or, certains considèrent que placer la technique au cœur du raisonnement stratégique, c'est préparer des guerres qui n'auront jamais lieu. Car, disent-ils, il n'y a aucune raison de penser que l'ennemi acceptera d'entrer sur le champ de bataille que nous contrôlerons, ou qu'il voudra bien tirer la salve de missiles que nos systèmes sont précisément faits pour intercepter. Mais justement, éviter que la guerre ait lieu, c'est d'abord le but recherché avec les instruments stratégiques, et la gagner si d'aventure elle avait lieu sur ce champ de bataille-là. Nous parlons bien de la bataille pour laquelle ces instruments seraient conçus pour s'opposer à des menaces éventuelles qui pourraient surgir d'arsenaux bien réels, et qui pourraient emporter, en cas de conflit, des pans entiers d'un pays. Le problème est d'identifier tous les champs de bataille futurs et leurs limites, faute de quoi l'on risque d'avoir à capituler en cas de défaite. Bien sûr, il n'est pas possible, avec une même technique, de couvrir tous les types de conflits sur l'échelle de la violence armée. Cela dit, nous avons vu au printemps 2003 comment l'armée irakienne fut écrasée par la suprématie technologique de l'armée américaine. Quant aux adeptes de la stratégie asymétrique, ils refusent effectivement d'entrer sur le champ de bataille face à un pays qui dispose d'une écrasante supériorité de moyens. Ainsi les terroristes ne peuvent pas anéantir un pays, mais le frapper par la terreur en des points sensibles,
pour tenter de le déstabiliser en espérant que l'édifice social s'écroulera. Nombreux sont ceux qui prétendent que les réseaux et les États terroristes ne prendraient pas le risque de lancer une attaque de missiles, parce qu'il serait aisé d'en trouver l'origine et de riposter. Comme le dit Kim Holmes-6, vice-président de la Heritage Foundation, cet argument suppose que l'attaquant souhaite garder l'anonymat ou se soucie davantage de sa survie que de sa mission. Les auteurs des attentats du 11 septembre 2001 se sont aussi suicidés en perpétrant leurs attaques. Ils ne se sont souciés ni de survie, ni d'anonymat. Ben Laden et son réseau Al-Qaïda ont rapidement revendiqué leurs actes terroristes. Quand des gens sont prêts à mourir en martyrs, les arguments rationnels qui ont longtemps fondé la théorie de la dissuasion ne sont plus suffisants. Nous ne devons pas croire non plus qu'en cas d'attaque par un réseau terroriste, il suffit de connaître l'endroit d'où a été tiré le missile pour connaître l'identité des tireurs. Un réseau terroriste agissant depuis un pays d'accueil pourrait tout à fait planifier le lancement d'un missile de courte ou moyenne portée à partir d'un bateau situé à des milliers de kilomètres de là, dans les eaux internationales proches des États-Unis. 7. Avec les attentats du 11 septembre, nous avons vu pour la première fois dans l'histoire qu'une organisation non étatique est capable de se hisser au même niveau de capacité de destruction qu'un État souverain, ce que François Hesbourg et la Fondation pour les recherches stratégiques, FRS, appellent l'hyperterrorisme. 8. Le 11 septembre a révélé au monde qu'il était possible de réunir des compétences scientifiques et techniques de premier plan, même si ce jour-là, elles ont utilisé notamment des cutters, une volonté sans faille et le choix du sacrifice, sans pour autant qu'elles appartiennent à un État. Mais pour quel but politique, Ben Laden se livre-t-il à une guerre contre l'Occident ? Rappelons que son objectif est de créer un État islamique universel, le califat qui irait du Turkestan à l'Andalousie, fondé sur la loi islamique, la charia, en utilisant le moyen de la guerre sainte, le djihad, contre l'Occident, l'Amérique étant considérée comme la tête du serpent. Son objectif stratégique est de chasser les infidèles des lieux saints de l'islam, Jérusalem, la Mecque, Médine, récupérer les territoires musulmans qui font actuellement partie de pays non islamiques, Tchétchénie, Cachemire, Palestine, etc., installer des gouvernements islamiques dans les pays musulmans dirigés par des gouvernements laïques, propager l'islam au-delà du califat. Dans ce but, Al-Qaïda a choisi une stratégie opérationnelle asymétrique qui tient compte de ses moyens et des leçons de l'histoire. Ben Laden se souvient que les 2 dernières poussées islamiques contre la chrétienté se sont soldées par des échecs retentissants, alors que les stratèges islamiques avaient accepté de combattre sur le terrain où l'Occident disposait d'une supériorité technologique considérable. Ainsi, en 1571, le premier échec, les navires de combat à voile, les galions, coulèrent à l'épante, les galères à rames de la flotte turque, ce qui mit fin à la légende de l'invincibilité ottomane. Et un peu plus tard, en 1683, le deuxième échec, devant Vienne assiégée par les Ottomans qui furent défaits de nouveau par la supériorité technique occidentale. Les tracés bastionnés des fortifications et la mousqueterie. Fort des enseignements de l'histoire, le nouveau Saladin refuse donc le combat sur le champ de bataille où l'Occident dispose d'une suprématie technologique. Il préfère le Coran au tomahawk, payer le prix du sang au concept de guerre zéro mort, la conquête du mental à la conquête des territoires, les forces de la panique au rempart de la technologie, le terrorisme de masse à Clausewitz. Il cherche donc à répandre la terreur pour renverser les opinions publiques occidentales en sa faveur. Parmi les moyens choisis, les médias sont considérés comme les propagateurs de l'épouvante, les nouveaux artilleurs en quelque sorte du champ de bataille devenu global, retournés contre l'adversaire pour le mettre en déroute. Les stratèges d'Al-Qaïda veulent profiter de la standardisation des comportements conditionnés par les masses médias, pour déclencher, par une sorte de panurgisme des émotions collectives, les basculements d'opinion. Et lors de l'acte terroriste, il s'agit de ne pas faire de différence entre les victimes hommes, femmes ou enfants. Comme le rappelle le journaliste américain Jonathan Randall, l'argument du tuez-les tous est simple. Si les victimes sont innocentes, elles iront au paradis. Si elles sont coupables, elles méritent une mort violente. Au fond, ce n'est que la transposition de ce que disait Arnaud Amaury en 1209, lors du siège de Béziers contre les Cathares. À l'époque, le légat du pape ordonna « Tuez-les tous », et comme pour se disculper, il précisa « Dieu reconnaîtra les siens ».
Bref, Ben Laden a compris que le monde est entré dans l'ère du silicium combattant, où en particulier les esprits sont soumis à la tyrannie du temps réel de l'image, et qui, parce que la terreur télévisée est ressentie directement et instantanément par tous et chacun à la fois, peut bouleverser les populations, malgré les remparts des États censés les protéger. Ainsi, les terroristes du 11 septembre pensaient qu'en attaquant les icônes du pouvoir économique et militaire des États-Unis, sous les feux des télévisions, ils booteraient les Américains hors d'Arabie Saoudite, en déclenchant dans l'opinion publique américaine le réflexe de l'isolationnisme. Ben Laden espérait ainsi pouvoir renverser le régime saoudien. Il croyait que les États-Unis étaient faibles parce qu'auparavant ils s'étaient retirés de Beyrouth, 1983, et de Mogadiscio, 1993. Finalement, dans cette opération, il a échoué puisque les Américains ont renforcé leur présence dans la région en l'étendant à l'Irak. En 2004, l'administration Bush tente même d'opposer au califat de Ben Laden le concept du Grand Moyen-Orient, en espérant que le libre marché et la démocratie pourront servir de rempart contre le terrorisme. La vision néoconservatrice dominante à Washington espère de cette manière traiter les causes du mal, tandis que les opérations militaires en réduiraient les symptômes. Cette opération est loin d'être gagnée, car les identités tribales, ethniques et confessionnelles se prêtent mal à une approche cartésienne des problèmes, et cela d'autant plus que les sources des conflits sont plus d'origine idéologique ou religieuse qu'économique. Quoi qu'il en soit, les Américains seraient bien inspirés d'y associer les Européens pour les dédouaner des ressentiments et de la défiance dont ils sont l'objet dans la région, et de résoudre en priorité le conflit israélo-palestinien. Cela dit, force est de constater que le niveau de terreur atteint le 11 septembre a été insuffisant pour déclencher le réflexe de l'isolationnisme des Américains. Aussi, il est à craindre que les terroristes chercheront à gravir les ultimes barreaux sur l'échelle de la violence, en employant d'autres moyens que les avions ou les explosifs classiques. Ils doivent penser que seul l'emploi d'armes de destruction massive, sous les feux des médias, pourra les amener à atteindre leurs objectifs stratégiques contre les États-Unis. Par contre, en Europe, avec les attentats du 11 mars 2004, à Madrid, les terroristes, qui connaissaient les programmes respectifs des partis en présence, en contribuant à changer le cours des élections espagnoles, ont réussi à éloigner l'Espagne de l'Irak et de l'Amérique, ce qui a entraîné la défection d'autres membres de la coalition. Bref, du point de vue de la nébuleuse Al-Qaïda, cette affaire est un succès tactique. Ben Laden est aussi à l'affût d'une opportunité pour briser le Pakistan. On le voit au travers des 2 attentats manqués à 11 jours d'intervalle, en décembre 2003, contre le président Musharraf, qui représente la clé de voûte de la stabilité politique au Pakistan. Ben Laden sait que pour les services secrets du Pakistan, le très puissant interservice intelligence sous forte influence islamiste, l'Afghanistan est considéré comme une réserve stratégique dans l'affrontement permanent avec l'Inde à propos du Cachemire. Aussi, c'est probablement au Pakistan, véritable bombe démographique et politico-religieuse, que se situe le plus grand risque de déstabilisation pour la région, où les ondes de choc d'un séisme éventuel pourraient se propager jusqu'en Europe. Laurent Mouraviec, de l'Hudson Institute, affirme que la force nucléaire pakistanaise est financée par l'Arabie Saoudite 9. D'autres analystes plus précis encore, comme François Hesbourg, parlent d'un don de pétrole équivalent à 5 milliards de dollars qui aurait permis au Pakistan de dégager dans son budget un financement complémentaire pour réaliser la première bombe islamique. Mais sous couvert de quel engagement le Pakistan a-t-il accepté le don ? Dans tous les cas, les transactions traduisent pour le moins un rêve de la famille royale Al Saoud, disposer un jour de l'arme atomique. Elle a les moyens financiers de se l'acheter. Imagine-t-on cet arsenal nucléaire pakistanais aux mains des amis de Ben Laden ? Ils attendraient avec confiance une riposte indienno-américaine, en espérant que l'islam tout entier se lèverait pour venir au secours du Pakistan. Nous voilà prévenus depuis le 12 novembre 2002, lorsque Ben Laden déclara « Pourquoi serait-il acceptable que nous vivions dans la peur, le meurtre, la destruction, et que vous viviez dans la sécurité et le bonheur ? Voici venu le temps de devenir égaux. Comme vous nous tuez, nous vous tuerons. » Et son porte-parole, Souleymane Abou Gaït, de préciser « Nous n'avons pas atteint la parité avec eux.
Nous avons le droit de tuer 4 millions d'Américains, dont 2 millions d'enfants. Bref, comme aime le souligner Régis Debray, l'alliance de Dieu et des ordinateurs dans le monde arabo-musulman fait de l'islamisme un nouveau totalitarisme, dont les actions pourraient provoquer des courts-circuits tribaux nucléaires. Si la dissuasion nucléaire est efficace pour protéger une nation contre la prédation de ses richesses, comme nous le verrons plus loin, celui qui attaquerait pour piller ses richesses prendrait le risque de recevoir la mort en retour. Mais lorsque l'enjeu est d'ordre spirituel, comme c'est le cas avec Ben Laden, le rempart dissuasif de l'arme nucléaire s'effondrerait. La vitrification de son territoire virtuel par une riposte nucléaire n'affecterait en rien, bien au contraire, les valeurs spirituelles dont il se réclame. Le nouveau totalitarisme islamiste considère, comme la plupart des religions monothéistes, que le paradis est dans les cieux. Le totalitarisme communiste cherchait le paradis sur terre. C'était même le fondement de la pensée stratégique de l'Union soviétique et de son jeu rationnel dans le concert des nations. Ne croyant pas au paradis dans les cieux, l'objectif prioritaire des dictateurs soviétiques était malgré tout de conserver en état de viabilité l'empire du mal pour se maintenir au pouvoir. Finalement, avec la perestroïka, ils se comportèrent de manière raisonnable. Aujourd'hui, le risque est plus proche pour l'Europe que pour les États-Unis. Chypre, partie grecque, devenue membre de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, est à portée d'un scud amélioré. L'Europe devrait quand même savoir de quoi est capable le totalitarisme, elle qui inventa le communisme et le nazisme. Elle devrait se souvenir de l'aphorisme de Clausewitz. En raison de leurs conséquences, les événements possibles doivent être jugés comme réels. Quant à l'Irak, ce n'est pas seulement l'accès immédiat au pétrole de ce pays qui mobilisait les États-Unis au point d'y mener une guerre préventive. Ils importaient du pétrole irakien avant la guerre, 285 millions de barils en 2001, soit la moitié de ce qui leur vient d'Arabie Saoudite et plus de 3 fois leurs importations en provenance du Koweït. Ce qui les inquiétait le plus, à en croire leur discours, c'était la détention d'armes de destruction massive, ADM. Ils craignaient d'être soumis à un chantage par Saddam Hussein, qui aurait pu compromettre la sécurité d'accès au pétrole de la région. Chantage jugé d'autant plus critique que Saddam Hussein était, parmi les leaders des pays proliférants, celui qui s'était le plus servi de ses armes contre les Iraniens et contre les Kurdes. Chantage qui aurait pu compromettre aujourd'hui près de 20% de leurs approvisionnements en pétrole et demain de 60 à 90%, car au rythme actuel d'exploitation, les réserves américaines établies, à bas coût de production, seront épuisées vers 2010. Et selon Carner Ross, un ancien membre de la direction des services diplomatiques britanniques, cette situation était jugée d'autant plus critique par les Américains que Saddam Hussein avait octroyé tous les contrats d'exploitation post-sanctions les plus lucratifs aux Français, aux Chinois, aux Russes et à d'autres compagnies non américaines et non britanniques. Déjà, en 1993, le secrétaire d'État James Baker déclarait dans The Gulf Conflict : « La vitalité du monde industrialisé a sa source dans le Golfe. Ce qui est en jeu là, est notre activité industrielle. Pour l'Américain moyen, c'est une question d'emploi. » N'oublions pas aussi que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis sont en guerre contre le terrorisme pour au moins 10 ans, disent ses dirigeants. D'autres analystes, comme Bruno Tertrais de la FRS, parlent même de guerre de 30 ans 12. Dans cette perspective, il faut pouvoir maintenir haut le sens patriotique des Américains. Or, pour répondre aux défis de l'isolationnisme ou plutôt de l'apathie de l'opinion américaine, il faut savoir jouer sur ces cordes sensibles telles que l'idéalisme, le sens de l'honneur et de la peur. D'autre part, dans un monde hypercomplexe, le président a besoin d'une importante marge de manœuvre pour gérer les affaires du monde. Et cela, d'autant plus si l'administration au pouvoir a des ambitions stratégiques. Bref, comme le rappelle Justin Weiss-13, une fois provoquée, l'Amérique, généralement pacifique, devient terrible. D'où l'importance des événements et menaces, réels ou fabriqués, qui précipitent l'entrée en guerre. La prétendue attaque par les Espagnols du Maine en rade de la Havane en 1898, l'exploitation par les services secrets américains du télégramme secret de Zimmermann, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, qui renversa en 1917 l'opinion publique américaine en faveur de la guerre,
alors que Woodrow Wilson, élu en 1916, avait déclaré que ce serait un crime contre la civilisation de laisser entraîner les États-Unis dans la guerre, Pearl Harbor, les attaques sans doute imaginaires des Nord-Vietnamiens contre les destroyers américains dans le golfe du Tonkin en 1964, etc. Cela dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car déjà, sous Rome, Sévoa, grand pontife, et Varron, un des grands théologiens romains, ne disait-il pas qu'il était nécessaire que le peuple ignorât beaucoup de choses vraies et en crût beaucoup de fausses? Et saint Augustin d'en rajouter lorsqu'il disait que Varron avait découvert par là tout le secret des politiques. Aussi, avec l'Irak, bien que sachant qu'il n'y avait plus d'ADM opérationnel dans ce pays, pour maintenir durablement l'union sacrée de l'opinion américaine, l'administration Bush afficha malgré tout comme but de guerre la menace que faisait peser sur la région la détention d'ADM. Ayant affaire à une dictature, cette administration développa une rhétorique pertinente qui considérait que l'Irak avait besoin d'une force militaire surdéterminée pour exister par la terreur. Or, demander à un dictateur de désarmer, cela revient à lui demander de changer de régime politique, car sans sa force militaire, son pouvoir ne peut persévérer dans l'être. Voilà notamment pourquoi les Américains ont estimé que les inspecteurs n'auraient pas suffi pour désarmer Saddam Hussein, et qu'il leur fallait déclarer une guerre préventive contre l'Irak pour changer de régime politique. En acceptant un réel désarmement, Saddam Hussein devait par principe même accepter la transparence de ses actions. C'est-à-dire agir en démocrate. Démocrate qu'il n'était pas par nature. Enfin, en mai 2003, près de 75% des Américains étaient par leur administration, habilement persuadés que la victoire en Irak rendrait la guerre contre le terrorisme plus facile. En octobre 2004, la veille de l'élection présidentielle, 72% des partisans de Bush pensaient encore que l'Irak disposait d'ADM. En réalité, si l'objectif militaire était bien Bagdad, le but politique de l'intervention en Irak concernait également le rééquilibrage stratégique de la région du Golfe. En particulier, il fallait dissuader la Syrie et l'Iran de poursuivre leurs recherches sur les ADM et surtout, faire comprendre aux Saoudiens, indéfectibles alliés de l'Amérique, détenteurs de moyens colossaux de chantage économique et financier à l'égard de l'Occident avec les trésors du pétrole, les 1200 milliards de pétrodollars investis en Amérique, et spirituels avec la Mecque, d'arrêter de soutenir le terrorisme au travers des institutions caritatives du genre Bénévolence Internationale ou Global Relief. Bref, dans cette partie d'échec, en libérant Bagdad, la coalition anglo-américaine espère du même coup neutraliser Riyad et d'une certaine manière Damas. L'affaire était loin d'être terminée, en mai 2003, lorsque l'on voyait comment semblait s'enliser l'armée anglo-américaine dans les sables du terrorisme irakien. À ce moment-là, les violences et les rébellions ont conforté la thèse française selon laquelle l'ingérence militaire de puissances occidentales dans un pays arabe nourrirait le terrorisme au lieu de l'étouffer. L'Irak est en déshérence sur la haute mer de la géopolitique. Mais après l'arrestation, le 13 décembre 2003, de Saddam Hussein, le transfert partiel de souveraineté aux Irakiens, la présentation de Saddam Hussein devant un tribunal irakien et les élections début 2005, malgré de forts courants contraires de rage et d'humiliation, les voiles de la démocratie irakienne auront plus de chances de se gonfler au vent de l'espérance. Et pour les Américains, on ne peut comparer cette affaire au Vietnam, car la situation géopolitique mondiale est totalement différente. Même si probablement la Syrie fournit une aide aux anciens membres du parti de Saddam Hussein en Irak, l'Union soviétique n'est plus là pour soutenir puissamment la guérilla. Quant à l'Iran, qui espère qu'un pouvoir chiite s'installera à Bagdad après les élections, il semble jouer l'apaisement avec les États-Unis, allant jusqu'à offrir ses services pour normaliser la situation en Irak, en échange de lui laisser les coudées franches dans son programme nucléaire. Aussi, avec environ 2 morts par jour en Irak, les Américains sont loin des 11 au Vietnam, voire des 60 certains mois, voire même des 1000 morts français par jour de la Première Guerre mondiale. À la vue de ces chiffres, il est trop tôt pour parler d'enlisement, il vaudrait mieux parler d'empêtrement. Par contre, en entrant en 1960 dans le bourbier vietnamien, les Américains commirent une erreur stratégique. Comme le fait remarquer Kissinger, ils avaient oublié ce que Richelieu prescrivait pour mener une bonne politique étrangère.
la chose qui doit être soutenue et la force qui doit la soutenir doivent être géométriquement proportionnelles. Autrement dit, il ne fallait pas lier la sécurité nationale américaine au sort d'un petit pays asiatique. Si les États-Unis devaient agir, c'est en 1948 qu'ils auraient dû le faire lorsque les communistes ont conquis la Chine. Certes, aujourd'hui, les intérêts stratégiques américains dans la région du Golfe sont, comme nous l'avons vu, beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient au Vietnam. Mais si l'on considère que la victoire dans une guerre conventionnelle est accessible à partir d'un taux de réussite de 75% au combat, les Américains doivent se souvenir que dans une guerre de partisans, qui, selon toute probabilité, peut de surcroît déboucher sur une guerre civile épouvantable, la protection de la population pendant 75% du temps seulement garantit la défaite. Si l'on tire les leçons du Vietnam, 100% de sécurité dans 75% du pays est infiniment préférable à 75% de sécurité sur 100% du territoire 14. Bref, dans la gestion de l'après-guerre, les États-Unis sont d'abord leurs propres saboteurs de leur succès militaire. Ils le doivent d'abord à eux-mêmes, à leur incurie, à leur incompétence. Mais maintenant qu'une nouvelle partie est engagée dans ce Moyen-Orient si compliqué, il est fort probable que les États-Unis repartiront d'Irak qu'une fois que sera stabilisée la situation politique, même s'il leur faut attendre 40 ans, le temps d'épuiser les ressources pétrolières du Moyen-Orient. Ils n'ont pas construit des bases militaires permanentes dans le désert pour les abandonner du jour au lendemain. Concernant l'attaque nucléaire par un État voyou, les États-Unis considèrent qu'elle pourrait résulter d'au moins 2 scénarios. Le premier scénario concerne une intervention, avec ou sans mandat de l'ONU, de l'armée américaine contre l'État voyou. Le faible défait par les armes classiques pourrait menacer les États-Unis d'une riposte avec des armes de destruction massive. Le dictateur pourrait décider de tirer une salve de missiles de faible volume contre une ville américaine pour assouvir sa haine, dans un ultime acte de revanche mégalomaniaque, à la manière d'un Hitler. Il n'aurait plus rien à perdre. Quant à l'autre scénario, avant qu'une guerre préventive soit déclenchée par les États-Unis contre l'État voyou, pour mesurer la force morale du gouvernement et du peuple américain, l'État voyou pourrait décider d'une première frappe sur une grande ville américaine. Oui, imaginons que le dictateur soit séduit par l'idée de mener une guerre à coups de choc psychologique, comme le suggérait le théoricien de l'entre-deux-guerres, le général italien Giulio Douhet. Ayant interprété le retrait des troupes américaines, au cours de certaines crises survenues en différents lieux de la planète, comme des signes de faiblesse des États-Unis, le dictateur pourrait songer à pratiquer la première frappe afin de forcer les États-Unis à implorer la paix. Cette pensée pourrait induire le dictateur à commencer la guerre rien qu'en se servant d'armes de destruction massive. Un peu comme Hitler et Göring lorsqu'ils voulurent vaincre la Grande-Bretagne, en pratiquant d'abord avec la Luftwaffe des bombardements aériens terribles sur Londres. On oppose à ces hypothèses que les États voyous n'ont pas de missiles de portée suffisante pour atteindre depuis leur territoire les États-Unis. C'est vrai aujourd'hui. Mais l'Alaska et Hawaï sont à 6000 km de la Corée du Nord. De nombreux États poursuivent le développement des technologies qui leur permettront d'accéder à des portées de 3500 km à 6000 km vers 2010, et dans moins de 20 ans, au domaine stratégique intercontinental. Les États-Unis estiment qu'à ce moment-là, il sera trop tard pour réagir, et cela d'autant plus qu'ils considèrent inéluctable la poussée de champignons atomiques dans le ciel. La marge de manœuvre sera trop réduite, et les risques d'apocalypse encore plus grands. C'est pourquoi les États-Unis prennent les devants en se dotant dès maintenant d'une grande muraille. Par ailleurs, tout comme l'arsenal nucléaire et les forces classiques, le bouclier antimissile ne pourrait s'opposer au terrorisme transnational qui passe en quelque sorte par-dessous. Ces instruments stratégiques ne sont pas prévus pour neutraliser cette menace diffuse. Pour la contrer, il faut opérer également par-dessous, en lui opposant l'armée des ombres, et en profitant de notre supériorité technologique pour écouter, identifier et prendre les terroristes. Alors que les attentats du 11 septembre ont fait 3000 morts, l'objectif du bouclier est bien de dissuader, voire de parer des attaques de missiles ou d'aéronefs détenus, ou qui le seront dans des arsenaux étatiques ou para-étatiques, qui pourraient engendrer la terreur en faisant des centaines de milliers voire des centaines de millions de morts.
La liste ne cesse de s'allonger des États capables de déployer de telles menaces, c'est-à-dire les armes nucléaires et thermonucléaires, les armes chimiques et les armes biologiques, bref ce que l'on appelle les armes de destruction massive et leurs vecteurs capables de les projeter. La prolifération des vecteurs, les missiles balistiques. L'histoire du développement des missiles balistiques a pris naissance avec le V2, en Allemagne, au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 7 mois, 2600 d'entre eux furent tirés au rythme maximum de 26 par jour contre des villes anglaises. D'un apogée de 90 km, le V2 était capable de porter une charge d'1 tonne à 200 km. Depuis cette époque, c'est surtout au Moyen-Orient que les missiles balistiques ont été utilisés. Ainsi en 1973 par l'Égypte, lors de la guerre contre Israël, 24 Frog contre des cibles militaires, en 1986 par la Libye contre l'île italienne de Lampedusa, 2 Scud sur des bases militaires américaines, en 1988 par l'Iran et Irak lors de la guerre des villes, 350 Scud en 52 jours et en 1991 pendant la guerre du Golfe, 85 Scud en 6 semaines sur des villes. En 2003, lors de la Deuxième guerre du Golfe, l'Irak a lancé, en 3 semaines, 17 missiles sol-sol en direction du Koweït. La Russie a eu recours en 2 occasions aux missiles balistiques. En 1989 en Afghanistan, 1600 Scud contre des villages et des concentrations de troupes, et en 2000 à Grozny. 15. Dès les années 1950, la prolifération s'amorce avec la technologie Scud conçue par l'Union soviétique. La Chine, la Corée du Nord, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, le Yémen et l'Afghanistan acquièrent cette technologie. Dans un deuxième temps, des ramifications s'établissent entre la Chine et la Corée du Nord, la Syrie, l'Égypte, la Libye, l'Iran, l'Arabie saoudite et le Pakistan. De la Corée du Nord vers l'Iran, la Syrie, l'Égypte et la Libye. Seule l'Inde se dote par elle-même d'une capacité balistique. Chacun cherche en permanence à augmenter la portée et à améliorer la précision de ses missiles. Les détenteurs ne veulent pas s'en tenir à une utilisation éventuelle proche de leurs frontières. Une majorité d'entre eux souhaitent disposer d'une capacité intercontinentale équivalente à celle détenue par les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Certains veulent s'assurer une suprématie régionale, d'autres se contentent d'un objectif d'équilibre des forces, d'autres éprouvent le besoin de disposer de ces armes pour compenser une insuffisance de moyens financiers qui les prive d'un attribut de la puissance, d'autres encore cherchent la garantie de sécurité suprême, certains revendiquent un rang honorable dans le concert des puissances 16. Le Scud qui avait, en 1970, une portée de 300 km avec l'Al-Hussein irakien, atteint 550 km en 1989. En réponse, les Iraniens, avec le Shihab 3, réalisent 1300 km en 1998 et sont capables ainsi de frapper le Proche-Orient et l'Europe centrale. Le même missile amélioré aurait même atteint plus de 2000 km en août 2004. À l'horizon 2005 à 2008, l'Iran, avec le SHIHAB-4, annonce un missile d'une portée de 2000 à 4000 km. Par ailleurs, la course se poursuit entre le Pakistan et l'Inde. Aux 1500 km du Gaouri pakistanais obtenu, en 1999, les Indiens leur opposent les 2500 km du Hani-2 également en 1999. Mais, en réponse à l'Inde, qui a annoncé l'achat à Israël d'un radar à longue portée susceptible d'être couplé à un système antimissile Arrow israélien, le Pakistan réussit début mars 2004 le tir d'un nouveau missile bi-étagé à poudre, le Shaheen-2 de portée 2500 km. L'Inde espère 4000 à 5000 km avec l'Ani-4, et plus tard 12 000 km avec le Surya. Quant à Israël, il dispose aujourd'hui de 2 systèmes balistiques à capacité nucléaire. Le Jericho 1 avec une portée de 660 km et le Jericho 2 avec 1500 km. Enfin le DF-31 chinois atteint 8000 km en 1999. Quant à la Corée du Nord, après avoir obtenu, en 1993 avec le Nodong, 1000 km, puis 1600 km, en 1998 avec le Taepodong, elle poursuit son programme de missiles SSBS en vue d'augmenter leur portée vers 3500 à 6000 km. Selon la très sérieuse revue J&S Defense Weekly, d'août 2004,
La Corée du Nord serait même en train de se doter de nouveaux missiles de portée 2500 km embarqués sur sous-marins et sur navires de surface. Ce missile serait conçu à partir de la technologie éprouvée soviétique R-27, à combustible liquide. Elle aurait été acquise, entre 1992 et 1998, par un transfert de scientifiques russes sous couvert d'une participation au programme spatial civil coréen. Le sous-marin lui aussi serait un dérivé de la technologie soviétique de la classe Foxtrot et Golf II. Les Nord-Coréens auraient acquis, en 1993 au Japon, 12 carcasses de vaisseaux russes désaffectés et destinés à la casse. Ces bâtiments auraient été livrés avec des éléments significatifs du système de lancement des missiles, notamment les tubes de lancement et les sous-systèmes de stabilisation. Si ces informations étaient confirmées, cela voudrait dire que la Corée du Nord serait bientôt en mesure de déployer des missiles d'un nouveau type, susceptibles d'embarquer une tête nucléaire et capables pour la première fois d'atteindre la côte ouest des États-Unis, alors que la CIA prévoyait cette menace à l'horizon 2020. Bref, sous prétexte de travailler sur les lanceurs pour une utilisation spatiale civile, qui nécessite la maîtrise de la technologie de l'étagement du vecteur, afin d'atteindre la vitesse de 8 km par seconde indispensable pour effectuer la mise sur orbite d'engins spatiaux, il est possible de mettre au point discrètement des missiles balistiques qui se contentent de vitesses inférieures, 3,5 à 7,1 km par seconde pour les applications militaires. Sur les 190 pays présents à l'ONU, 30 disposent, selon les Américains, de 13 000 missiles balistiques de théâtre, auxquels il faut ajouter près de 3 000 missiles stratégiques dont certains peuvent atteindre une portée de plus de 12 000 km. Vers 2010, 45 nations pourraient disposer de missiles balistiques, multipliant et rapprochant ainsi les risques stratégiques. La prolifération des armes de destruction massive. Cela fait froid dans le dos si l'on connaît la puissance de destruction des armes de destruction massive comparée, par exemple, avec celle de l'explosif emporté par les V2 sur Londres en 1944. Prenons pour base une ville dont la densité moyenne de la population non protégée serait de 30 personnes par hectare. Une bombe classique d'une tonne pourrait faire, en moyenne, 5 morts et 13 blessés, alors qu'une arme chimique, GB, de 300 kg ferait 200 à 3000 morts et autant de blessés, une arme biologique de 30 kg D', anthrax au moins 20 000 morts et une arme nucléaire de 20 kilotonnes longue, KT environ 40 000 morts et autant de blessés 17. Rappelons maintenant les points essentiels de la prolifération des armes de destruction massive, pour étayer le discours stratégique. Les armes nucléaires et thermonucléaires. Dès 1945, dans la revue Défense nationale, l'amiral Castex estime que le monopole atomique des États-Unis est condamné à brève échéance. Il pose déjà le problème de la prolifération nucléaire. Ainsi, en 1946, la loi McMahon réserve au Congrès le pouvoir d'autoriser la sortie des informations nucléaires. Seule la Grande-Bretagne bénéficie de dérogations en raison de sa contribution aux travaux sur l'arme nucléaire pendant la guerre. Le plan Baruch est présenté à l'ONU pour qu'un organisme international puisse... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.